Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux faits. Une soirée exposition a été organisée par le CETID avec pour thème l'art au service de la cohésion sociale. Et concernant la crise humanitaire en Afghanistan, 14 millions de personnes sont au bord de la famine. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, a reçu aujourd'hui dans son cabinet les élus locaux, les cadres, les agents de terrain, dont le chef quartier, les notables, les imams et les personnes influentes des quartiers populaires. Cette rencontre avait pour objectif principal de réfléchir sur les voies et les moyens nécessaires à mobiliser donc dans le cadre de la protection de la voirie urbaine et du domaine de l'État. L'accent a été mis sur les pratiques des habitants des quartiers populaires portant nuisance aux ouvrages, aux espaces et voies publiques et occasionnant la dégradation de l'environnement. Les questions de la sécurité publique, de la cohésion sociale et de la lutte contre la prolifération des drogues ont été également mises en avant. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a signé un accord cadre de coopération dans le domaine des mines et de la géologie avec son homologue turc Fatih Danmez au cours de la visite officielle de travail qu'il effectue donc à Ankara du 23 au 24 août dernier. En effet, à la tête d'une importante délégation, le ministre de l'Énergie va procéder à la signature d'un important accord de coopération dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles avec son homologue turc au cabinet de ce dernier en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Ankara, Aden Hussein. Il s'agit d'une entente qui fixe le cadre de coopération visant le développement des secteurs des mines et de la géologie en général, notamment en termes d'échange d'expériences et de savoir-faire, ainsi que le développement des relations entre les professionnels des deux parties dans ces secteurs. Dans l'actualité également, le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le CETID, a organisé hier soir une exposition nommée l'art au service de la cohésion sociale. Au programme, une exposition de dessin d'une pièce de théâtre qui a peint les récents événements tragiques qui ont marqué la conscience nationale collective. Cette soirée a été aussi animée par du slam, ce mode d'expression orale très ludique et scénarisé chez les jeunes djiboutiens. Et ce rendez-vous, une fois de plus, a fait du CETID le fief de la jeunesse, une jeunesse qui a fait front uni dans le but de créer et renforcer le lien social animé d'une seule volonté, celle de créer la cohésion sociale. Cette soirée riche en créations artistiques conjuguée en complicité avec les préoccupations et enjeux sociaux tels que la paix et la cohésion sociale. À travers leurs différentes présentations, les jeunes se sont surpassés dans leurs catégories respectives avec un seul et unique objectif, celui de créer un espace de dialogue, de tolérance et de paix, brisant les barrières et promouvoir ainsi la tolérance. Par ailleurs, cet événement a été rehaussé par la présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, de la représentante du PNUD à Djibouti, Fatima El-Cheikh, et d'autres cadres qui ont souligné leur enthousiasme. L'hôpital militaire soudanais a abrité donc lundi dernier une opération de chirurgie à cœur fermé. L'opération donc consistait en la fermeture du canal artériel persistant sur un enfant âgé de 2 ans et demi. Cette opération, première du genre dans notre pays, a été donc conduite par le médecin commandant de la police nationale, Dr Mahyoub Abdallah Mahyoub, chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Et depuis sa naissance, l'enfant que vous voyez sur ces images souffrait de cette pathologie cardiaque congénitale et désormais, grâce à cette intervention, le petit garçon pourra vivre normalement. Écoutons pour plus de précision les explications du médecin commandant de la police nationale, le docteur Mahyoub Abdallah Mahyoub. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Je vous présente aujourd'hui le patient qu'on a eu à opérer le lundi. Il souffrait d'une cardiopathie congénitale qu'on appelle persistance des canaux artériels. Cet enfant, comme a dit la maman, il a beaucoup souffert pour trouver une évacuation sanitaire. Il nous a été adressé par Dr Fatouma de la CNSS. Nous l'avons vu, nous avons redressé le diagnostic
avec les cardiologues de l'hôpital militaire, le docteur Hamad. Et après, nous avons opté pour l'opérer. Alhamdulillah, l'opération, ça s'est très bien passé. On est rentré au bloc le lundi matin à 10 h et on a fini vers 13 h. Et l'enfant a été extubé sur table opératoire. Donc sa maladie, c'était en fait une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est un canal qui est normalement présent quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, mais après la naissance, il doit se fermer. S'il ne se ferme pas, ça crée des complications chez l'enfant, un retard de croissance, des bronchites à répétition et une infection à type d'endocardite. Donc, si on n'opère pas tôt ces enfants, ils développent ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire et après ça, ils ne sont plus opérables. Et dans l'année qui suit, ils décèdent parce qu'on ne peut plus les opérer, ils deviennent dépendants de ces canaux. Alhamdulillah, nous avons pu les rattraper à temps et l'intervention s'est bien passée. En fait, c'est la première intervention de chirurgie cardiaque à Djibouti. C'est une chirurgie cardiaque à cœur fermé, et même qui n'est pas disponible dans beaucoup de pays, notamment des pays africains. Mais nous, alhamdulillah, pour un pays très jeune, on commence à faire ça, c'est très important. Et il faut aussi féliciter le président de la République pour ça. C'est une chirurgie à cœur fermé. Et l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de faire des chirurgies à cœur ouvert pour soigner tous les types de malformations congénitales chez les enfants, mais aussi les pathologies cardiaques chez les adultes. Dans l'actualité également, la bourse de formation leadership appelée Mandela Washington ouvre les candidatures pour 2022. C'est dans cette optique qu'une séance de sensibilisation sur le processus de candidature à la bourse a eu lieu mercredi après-midi à l'American Corner de la Chambre de commerce. Il s'agit du programme phare de l'initiative pour les jeunes leaders africains appelé YALI, mise en œuvre par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain. Cette bourse permet à de jeunes leaders de suivre des cours universitaires et une formation au leadership aux États-Unis. Elle crée des opportunités uniques de collaboration entre les boursiers et les citoyens américains pour stimuler justement la croissance économique, la prospérité, renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité en Afrique et aux États-Unis. Le programme est ouvert aux personnes ayant entre 25 et 35 ans, une expérience en leadership et des réalisations dans les affaires, l'engagement civique ou le service public. En tout, 700 candidats seront sélectionnés. Ils bénéficieront de 6 semaines de formation en leadership dans une université américaine. La formation sera axée sur les modules en rapport avec les affaires, l'engagement civique et la gestion publique. Et après les instituts, les boursiers se réuniront pour un sommet de plusieurs jours dans la capitale américaine à Washington. Le programme vise également à développer les compétences et à habiliter les jeunes africains à être les leaders dans leur secteur d'activité et dans leur communauté respective. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 15 septembre prochain. Et cette session d'information a été l'occasion pour les lauréats du programme Mandela Washington 2021 d'interagir avec les personnes intéressées et de partager les expériences acquises au cours du programme. Je vous propose de les écouter. Là, pour parler du programme Mandela Washington Fellowship, qui a été un programme excellent pour nous. On vient de le finir, on a récemment reçu notre certificat et c'était vraiment une formation au-delà de notre attente parce qu'on a vraiment profité et en même temps on s'est engagé dans la formation. C'était virtuel, mais c'était quand même quelque chose d'énorme parce qu'on a créé beaucoup de relations, on a créé une certaine famille entre l'Afrique et l'Amérique. Et aujourd'hui, pour moi, étant dans le tourisme, et j'ai choisi cette formation parce que je voulais me former et je voulais faire de ma carrière avec cette formation un point de plus. Donc pour moi, le tourisme, c'est quelque chose d'énorme. Et le tourisme concerne Djibouti et développer le tourisme et avoir une expérience de plus sur le tourisme, c'était déjà un point fort pour moi de le départ. Donc c'est pourquoi je me suis mise dans cette formation et cette formation m'a appris et j'ai gagné avec cette formation un certain moyen d'être plus dans la communauté internationale et d'avoir beaucoup d'expérience bien sûr dans le leadership, dans le business, dans le monde entier. C'était vraiment un truc énorme et je souhaite à tout le monde
que ce soit business et que ce soit dans d'autres formations si vous voulez vous former. C'est une des formations qu'il faudra l'apprendre. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au Nigeria, la crise sanitaire augmente les inquiétudes alimentaires au Nigeria. Victimes de kidnapping ou de pillage, de nombreux agriculteurs dans la région du Middle Belt décident de fuir les violences et d'abandonner leur culture au détriment de l'approvisionnement local en fruits et légumes. La plupart d'entre eux vivent dans des camps de déplacés. Depuis des années, la région agricole de Benue ainsi que les États du nord-ouest du Nigeria font face aux violences entre éleveurs nomades et agriculteurs. Le gouverneur de l'État de Benue craint que l'exode rural ait des conséquences alarmantes sur la production alimentaire et l'économie globale. La querelle entre nomades et agriculteurs s'est intensifiée avec l'apparition des effets du changement climatique et la concurrence pour l'eau et la terre aggrave l'insécurité alimentaire du Nigeria. Les produits se font rares mais sont de plus en plus chers. L'offre ne parvient plus à égaler la demande et selon le bureau des statistiques du gouvernement, l'inflation des denrées alimentaires du Nigeria a atteint 22% en juin dernier. Et enfin, direction l'Afghanistan, où 14 millions de personnes sont au bord de la famine à cause de la crise humanitaire. La crise afghane a fait quelques 550 000 déplacés à l'intérieur du pays. Des milliers de personnes ont afflué vers la capitale afghane, où des comptes de fortune se multiplient dans des conditions sanitaires déplorables. Sur le terrain, les organisations humanitaires internationales démunies alertent donc qui sont menacées par la famine sur une population afghane totale estimée à près de 39 millions de personnes et la situation humanitaire dans le pays s'aggrave. Le directeur adjoint du PAM pour l'Afghanistan dirige quant à lui une équipe de 450 personnes en Afghanistan qui a réussi à fournir de la nourriture à 80 000 personnes depuis la chute de Kaboul et espère nourrir un total de 13,9 millions cette année, mais il redoute l'arrêt des financements internationaux. Avant que les talibans ne prennent le pouvoir au début du mois, l'Afghanistan était un pays pauvre où des milliers d'enfants afghans survivaient déjà grâce à l'aide humanitaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.